Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette première conférence Acte, la première d'une longue série, j'espère. Donc, pour cette première conférence, on a le plaisir d'accueillir Daniela Chana. Daniela, vous êtes lauréate du prix Diversides 2019 et surtout fondatrice de Bismart Educ. Vous nous expliquerez ce que c'est exactement. Et donc, Anthony Balkin. Anthony, bonsoir. Tu es le fondateur de Diversides, donc une association tremplin qui est dédiée aux entrepreneurs issus de la diversité. Alors, Anthony, qu'est-ce qui t'a poussé à fonder Diversides? Déjà, bonsoir à tout le monde. Et puis, évidemment, j'aurais préféré vous voir en vrai, comme beaucoup d'entre vous. Donc, j'espère, Bientôt. c'est un message bienveillant auprès de tout le monde pour dire, j'espère que vous vivez ce confinement de manière pas trop douloureuse et que chacun est à l'abri du virus. Donc, je m'appelle Anthony et j'ai cofondé l'association Diversité avec une femme qui s'appelle Mounira Hamdi. En fait, pour tout vous dire, moi, j'ai grandi à Évry. Je sais pas si certains connaissent ou sont pas loin. Je regarde le chat en même temps, donc si certains, à Marion qui dit oui. Donc Évry en Essonne, donc 91. Et en fait, j'ai été d'abord un mauvais élève, très mauvais élève. J'aime pas le crier sur les toits, mais c'est un peu le début de mon parcours, jusqu'à ce que j'ai pu être aidé par un certain nombre d'associations d'égalité des chances qui m'ont aidé à trouver on va dire, mes premières opportunités dans le monde professionnel. C'était une association qui s'appelle Mosaïque RH, qui existe toujours d'ailleurs. C'est le petit Évrien qui arrive à Paris et peut-être comme beaucoup d'entre vous, d'un coup, tout paraît très différent, tout va plus vite. On se rend compte qu'on n'a pas tout le temps du réseau, on n'a pas tout le temps tout ce qu'il faut. Quoi qu'il arrive, je vous passe ces détails jusque-là, mais j'ai eu la chance de rentrer au CELSA, donc pour faire mes études en com. C'était vraiment le hasard qui m'a conduit vers cette école, mais j'ai réussi à y rentrer. Et pour ceux qui l'ont essayé, le concours est un peu chiant, un peu exigeant. Et en fait, donc mon dernier job il y a 3 ans, j'étais en charge d'une agence, de la direction générale adjointe d'une agence de communication qui s'appelle TBWA. Oui, il y a toujours un peu de travail, bien sûr, mais quand je dis le hasard, c'est parce que finalement, je crois beaucoup à toutes les personnes que vous rencontrez sur votre route. Moi, que j'appelle maintenant des mentors, que j'appelle des anges gardiens aussi, des gens qui finalement vous donnent des bons conseils à un moment. Et sur le moment, vous vous en rendez pas compte, mais parfois un conseil peut changer toute une vie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu la chance d'être, on va dire, orienté, accompagné, aidé par un certain nombre de dispositifs d'égalité des chances. Il y a eu des parents qui n'avaient pas fait d'études supérieures, qui n'avaient pas le bac ou qui n'avaient pas forcément le réseau. Voilà, on n'atterrit pas forcément aussi facilement que ça dans les métiers de la com ou du numérique. Et en fait, mon dernier job, j'étais directeur général adjoint chez TBWA, donc c'est une grosse agence de conseil en communication, et j'étais en charge du numérique. Et en fait, en prenant ce poste à responsabilité et en montant, on va dire, les échelons de l'entreprise, je me suis rendu compte à quel point, en fait, ce qui m'avait mené à un tel poste avant 30 ans, donc c'est symbolique, mais tout juste 30 ans, donc c'était quand même une belle opportunité. En fait, je me suis rendu compte que, évidemment, il y a eu tout ce que je vous ai dit, il y a eu la chance, le travail, les mentors, etc. Mais il y a eu aussi le numérique. En fait, c'est la compétence du siècle et en fait, on ne le sait pas suffisamment. Et en fait, je me suis vite aperçu à ce type de poste à responsabilité euh, en fait, on n'était pas suffisamment à avoir eu des parcours euh, différents, si j'ose dire, de gens qui ont galéré ou qui sont passés par différentes étapes un peu compliquées, etc. Ou alors parfois, j'entends beaucoup dire, et j'imagine que ça vous parlera aussi en tant qu'étudiant dans la com, de dire c'est un monde bouché, il n'y a pas d'opportunité, j'arrive pas à trouver, j'envoie des bouteilles à la mer, on me répond pas. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui m'ont fait dire, tiens, c'est super, j'ai un poste à responsabilité, et je vais le quitter. Donc j'étais un peu dingue à l'époque parce que c'était un job quand même très bien payé. J'avais une équipe d'une trentaine de personnes. Enfin, vous voyez, quand vous êtes parti de zéro ou pas grand-chose, on va dire, et que vous arrivez à ce type de poste. Mais j'étais suffisamment conscient à l'époque avec la cofondatrice de Diversité, donc cette association d'égalité des chances. Euh, on s'est dit en fait qu'il y a un souci, quoi. Il y a un souci parce que la tech, ça devrait être l'ascenseur social de ce siècle. Ça devrait être la compétence dont tout le monde parle. Et bizarrement, dès lors où on sort des grandes villes comme Paris ou qu'on va dans des plus petites villes, quartiers ou des zones rurales, en fait, les gens ne savent pas forcément que ces métiers-là sont des métiers accessibles, que sont des métiers que tout le monde peut faire, qu'on peut le faire à distance, qu'on peut se former parfois gratuitement. Enfin voilà. Et donc, en 2017, on lance un premier événement
au théâtre de l'Européen. Alors c'est très marrant parce que demain on souffle nos 3 bougies. C'était la première fois qu'on lançait à Paris un événement, juste avec une idée en tête avec Mounira, c'était de se dire on va mettre des rôles modèles, des gens de la tech qu'on voit jamais. Je peux vous en citer 2. Il y en avait une qui s'appelait Lubna Xibi, et merci Jean-Luc pour le bon anniversaire. Il y en a une qui s'appelait Lubna Xibi. Elle a créé une boîte, une plateforme qui s'appelle Meet My Mama. En gros, elle aide à travers la cuisine à des femmes à se réinsérer professionnellement et en plus de ça, à vendre de la bonne bouffe. Donc pour tous les amateurs d'Aloco, Mafé, Accra, j'en sais rien, tous les plats exotiques qu'on veut. Elle a des mamans en série, donc des mères de famille, des mères comme Monsieur et Madame Tout le Monde qui font des excellents plats. Donc je vous invite à aller découvrir sa plateforme. Je vois qu'il y a des gros yeux qui s'illuminent en se disant pour le coup, si vous voulez commander en emporter, ils sont ouverts. Et donc c'est tous les soirs des mamans qui cuisinent pour régaler les palais des gens. Et donc à l'époque, elle était partie sur cette idée-là. Tiens, je vais créer une plateforme. Aujourd'hui, sa plateforme est devenue vraiment une plateforme référente. D'ailleurs, en ce moment, il y a le CIC qui communique sur elle. Si vous allez sur la story du CIC, vous verrez Lubna qui se met dans la peau du chef cuistot. Et un autre, par exemple, je pourrais vous parler de Kayoum, un gars pareil qui a grandi dans le 19e, plutôt parcours compliqué au départ, qui a quand même fait une école d'ingé, qui est devenu, qui est à la tête maintenant d'une boîte qui s'appelle Warrior. Tous les profils dont je vous parle là, je vous les présenterai. Mais tout ça pour vous dire qu'en 2017, je prends conscience que j'ai un rôle plus important juste que d'être DGA d'une grosse boîte. C'est de me dire, compte tenu de mon parcours, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vécu, des humiliations aussi, parce qu'on n'en parle pas suffisamment et peut-être que vous sentirez peut-être, je sais pas, touché par ce que je vous dis, mais j'ai des souvenirs horribles d'entretiens que j'ai pu passer. On m'a posé des questions de merde sur pourquoi je venais d'Evry, d'où venait ce nom à consonance étrangère, qu'est-ce que machin, pourquoi j'ai fait la fac d'Evry et pas une autre école, pourquoi. Et en fait, il y a tout un tas d'humiliations qu'on vit lorsqu'on n'a pas tout à fait tous les codes. Et moi, je réduis ça au code. Des entretiens où je me suis pointé, peut-être pas avec la bonne attitude, peut-être que je faisais trop de fautes d'orthographe, enfin. Je le raconte dans un TED, je vous enverrai la vidéo si ça vous intéresse d'en savoir plus, mais je crois qu'on est vite mis dans une case en fait en France. Et en fait, en voyant ce qu'on a fait le 27 novembre 2017 avec Mounira, je me suis dit c'est ces gens-là avec lesquels j'ai envie de bosser. Et donc Jean-Luc était aussi un de mes employeurs puisque j'ai créé un MBA à l'ICP, dont je suis le papa, mais maintenant divorcé. Jean-Luc m'en veut pas pour l'expression malheureuse, mais du coup voilà, tout ça pour vous dire que j'ai une première vie dans la com, et puis après, je me suis dit, en fait, là, il y a vraiment quelque chose à faire dans le monde de la tech. Donc, peut-être, Véronique, tu veux qu'on parle peut-être de Diversidays plus globalement? Oui, est-ce que tu peux nous expliquer, Diversidays, du coup, comment justement utilise le monde de la tech pour promouvoir la diversité? Ok, je fais mon job. Moi, je me rappelle qu'un ancien collaborateur m'avait dit de 20 ans à 30 ans, t'es un manche-caillou. Et il m'a dit 30 ans et plus, il y a un moment dans ta vie où il y a un truc qui te pète à la tête où tu te dis c'est ça que je veux faire. Et moi, il y a 3 ans, j'ai eu ce déclic-là. Et voilà, je voulais vous montrer en image un peu ce que ça donne. Ça a été un peu un tour de France où on allait chercher plein de talents, on a accompagné plein de gens différents. Et puis après, si ça vous interroge sur la mécanique, tout ça, on pourra rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'il y a beaucoup de communication derrière aussi, parce qu'il faut faire savoir, c'est une cause, hein. On est là pour valoriser des gens qui sont sous-représentés dans la tech. Donc en fait, on est parti d'une logique plutôt d'un événement au départ qui mettait en avant des rôles modèles, on va dire, sous-représentés dans la tech. Donc des femmes, évidemment, des personnes des 4 coins de la France, des zones rurales, des quartiers, des personnes aussi de la diversité sociale, ethnique, culturelle, donc des personnes en situation de handicap aussi. Et l'objectif était d'accompagner sur des programmes courts des entrepreneurs pour leur ouvrir un réseau, pour leur offrir de la visibilité, pour leur permettre de prendre confiance en eux aussi. Daniela a fait partie de ces personnes et franchement, croyez-moi, Daniela, on a plus sous le pied que moi sur plein de choses. Et elle vous parlera tout à l'heure, mais ça a été une des excellentes rencontres aussi qu'on a pu faire. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité l'inviter. Ah, on voit quelque chose. Bon, c'est toujours les joies du direct. Donc je poursuis le temps que Valérie nous rejoigne. L'objectif du coup de cette année de ces 2 années de Tour de France, c'était vraiment d'accompagner des entrepreneurs très différents qui viennent des 4 coins de France et qui pour la plupart en fait ont du mal à trouver une place dans la tech. Aujourd'hui, c'est un environnement qui est
qui est très peu diversifiée, parfois trop dans l'entre-soi. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent, qui se sentent soit parfois discriminés, qui ont parfois du mal à lever des fonds, etc. Donc l'association travaille sur ça depuis maintenant 2 ans. On a fait un tour de France dans 4 régions, on a accompagné une quarantaine d'entrepreneurs. Et puis peu à peu, on a créé de nouveaux programmes. Je ne sais pas si tout le monde est revenu ou pas, parce qu'on a perdu Véronique, c'est ça? Ah non, ça y est, je suis revenue. Désolée pour c'est les aléas du direct. C'est ce qu'on dit à la télé. Moi, j'ai lancé la vidéo. Je l'ai partagée, mais manifestement, vous ne l'avez pas vue. Je vous invite à la regarder parce qu'elle est très intéressante. Voilà. Il n'y a pas de souci. On va y arriver. Ouais. L'objectif à présent pour nous, c'est de finalement en fait créer des programmes à destination des entrepreneurs, des demandeurs d'emploi ou tout simplement en fait des personnes qui sont en difficulté dans la tech pour leur permettre de trouver une place dans le numérique. Voilà. Ok. Et donc, en 3 ans, je crois que vous avez réuni, que Diversitès, vous avez réuni plusieurs dizaines d'entreprises engagées, dont des grands groupes, des entreprises tech, des grandes institutions qui sont devenues des partenaires. Et du coup, grâce à leur soutien, vous avez pu aller à la rencontre de talents sur beaucoup de territoires français. J'ai vu 4 territoires en tout cas. Aujourd'hui, je crois que vous avez bientôt 10 000 demandeurs d'emploi et des entrepreneurs qui sont passés par vos programmes et dont une que je vais laisser se présenter, Daniela, qui a un parcours que moi je trouve exceptionnel. Daniela, est-ce que vous pouvez vous présenter, raconter votre parcours et ce prix que vous avez gagné? Je suis Daniela Tchadin. Donc, je suis lauréate Diversité des Hauts-de-France. Donc, je ne sais pas quelle partie de mon parcours, comment tu veux que je le présente, ce parcours, mais j'ai un parcours. Daniela. Exactement. Moi, je suis originaire du Cameroun. Donc, je suis venue en France pour continuer mes études via le biais d'une bourse d'excellence. Et donc, j'ai pu bénéficier de cette bourse pour continuer des études. Il faut voir, quand on quitte son pays d'origine pour venir dans un pays étranger, on n'a pas droit à l'erreur. On se dit, on doit juste foncer. On doit réussir coûte que coûte. Et aussi, il faut voir que quand on est dans son pays, généralement en Afrique, on n'a pas souvent cette discrimination liée à notre couleur de peau. Imaginez un peu que vous quittez votre pays où tout paraît normal et vous atterrissez ou direct vous arrivez dans un environnement où parfois vous vous rendez compte que en plus déjà des réalités de la vie, vous devez encore faire face au fait que vous avez une belle peau noire. Et donc, du coup, ça a permis, mais tout cela ne m'ont pas freiné. J'ai pu continuer mes études grâce à des différentes bourses que j'ai obtenues. J'ai travaillé dans le milieu de la recherche scientifique. Et c'est dans ce milieu-là, en travaillant, en étant professeur également, que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'inégalités dans le système éducatif. Et j'ai voulu vraiment donner les mêmes chances de réussite à tous les jeunes pour pouvoir en fait intégrer les grandes écoles. Et c'est dans mon parcours entrepreneurial. Bon, entre-temps, je vous liste pas toutes les études que j'ai fait parce que je pense que on ne va pas terminer cette soirée. Donc, dans mon parcours entrepreneurial, je tiens quand même à montrer que je n'étais pas une personne assez ouverte sur sa personne. Je ne parlais pas très peu de moi. Je parlais très peu de moi parce que, voilà, quand vous êtes dans un environnement où vous êtes un peu frustré en vous disant, vous n'avez pas votre mot à dire, vous ne pouvez rien dire de bon, vous avez un peu le syndrome de l'imposteur, vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise de vous exprimer. Et c'est via Diversité et l'accompagnement que j'ai reçu que je peux aujourd'hui librement parler de mon parcours, librement parler de moi, librement parler de mes combats. Et je tiens vraiment à montrer aux autres que leur voix compte. Il est important de dire ce qu'ils pensent, de dire ce qu'ils ressentent,
et de dire également les difficultés qu'ils ont traversées parce que ça peut en libérer plusieurs qui ont besoin voilà, de sentir qu'ils ont leur mot à dire, qu'ils ont leur place dans cette société. Et c'est un peu ce que j'essaye de prouver au travers de Bismarck Edu que j'ai cofondé, qui permet à tous les jeunes de région, de quartier de faire partie des grandes écoles d'élite. D'accord. On a une question, si vous permettez, je la lis. Catherine demande quel combat, par exemple, quels engagements? Le premier combat sur lequel je suis, c'est sur l'accès aux grandes écoles. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, nos grandes écoles d'ingénieurs, 80% des jeunes qui y sont proviennent des lycées parisiens. Et on est d'accord que la France n'est pas que fait des étudiants des lycées parisiens. Nous avons des étudiants qui sont dans des quartiers prioritaires, nous avons des étudiants qui sont dans des régions et ils ont besoin eux aussi d'avoir les mêmes chances d'entrer dans ces grandes écoles. Et pour moi, c'est de dire aujourd'hui que la France et l'équipe dirigeante de la France doit être à l'image de la population, des personnes qui représentent la France. C'est-à-dire qu'on doit avoir une équipe de ministres diverses. On doit avoir en fait des gens venant de différents types de profils, accéder à des grands postes de direction. Vous avez vu le parcours d'Anthony, mais je vous dis que ces parcours, il n'y en a pas de masse. Donc, pour moi, déjà, je me suis dit, il faudrait travailler sur qu'est-ce qui est le frein pour ces jeunes d'intégrer ces grandes écoles et après de faire partie de ces grands directeurs. Et donc, c'est déjà la préparation qu'ils ont dès la base, dès le lycée. C'est de leur donner les mêmes outils, la préparation hard qu'il faut pour pouvoir décrocher ces concours. Là, c'est l'un des combats. Le deuxième combat, c'est sur toujours l'égalité des chances, mais beaucoup plus hommes-femmes dans ces métiers STEM. Moi, j'ai un profil très tech, sciences pures, informatique, donc vraiment très tech. Et je peux vous dire que quand vous êtes dans ce parcours-là, vous ne rencontrez pas beaucoup de femmes. Moi, à chaque fois, parfois que je suis dans un milieu, j'ai beaucoup de femmes, je dis waouh, ça me fait un genre parce que j'ai toujours été habituée à entourer que d'hommes. Et donc, moi, l'un des combats, c'est de me dire, j'ai besoin, il faudrait qu'il y ait de la mixité dans ces métiers STEM, ces métiers sciences, mathématiques, technologie, mais que on puisse pas croire qu'il y a des métiers réservés aux hommes ou des métiers réservés seulement aux femmes. Et je suis aussi beaucoup engagée dans le côté toujours un peu tout dans ma vie autour de l'égalité de chance, parce que je suis en fait un produit de l'égalité des chances, je suis en fait un produit de je ne pouvais pas faire ces études, je ne pouvais pas être où je suis. J'y suis arrivée parce qu'il y a eu des bourses, il y a eu des mentors, comme Anthony l'a dit. Il y a eu des personnes qui m'ont portée. Et pour moi, en fait, en d'autres termes, j'aimerais redonner ce que j'ai reçu. Donc, je suis beaucoup tournée vers comment apporter des bourses aux jeunes de quartier qui ont des difficultés financières à pouvoir faire de grandes études. Donc, voilà à peu près ce que je fais au quotidien. D'accord. Est-ce que tous les deux, vous pourriez nous expliquer, avec vos mots et avec votre expérience, qu'est-ce que c'est exactement la diversité et qu'est-ce que ça apporte dans un groupe? Et ici, donc on est dans une école de communication, de journalisme. Tous nos étudiants vont être amenés à travailler en équipe, justement. La diversité, qu'est-ce que ça amène dans un groupe concrètement? Daniela, je sais que si c'est toi qui commences, après ma réponse, ça va paraître ridicule. Parce que Daniela, mais je démarre du coup. En fait, moi, je vais répondre à l'inverse. Qu'est-ce que ça a créé de perturbant chez moi quand il n'y avait pas de diversité? Quand on grandit dans une ville comme Évry, en fait, l'ancien maire d'Évry avait la tendance à dire que c'était la ville où il y avait le plus grand nombre d'ethnies en France. Il y avait 80 ethnies différentes, donc vous êtes dans une ville qui a un vrai brassage culturel. Quand on vit dedans, on s'en rend pas compte, mais moi, je maîtrisais aussi bien des mots en Wolof qu'en haïtien, ce que vous voulez, en fait. C'est parce que vous êtes tout le temps au milieu de plein de cultures, en plus au milieu d'un quartier. Donc, ça y va de plein de mélanges et brassages culturels différents, en fait. Et on se rend pas compte de cette richesse-là avant de l'avoir quittée. Et c'est vraiment en arrivant dans un environnement beaucoup plus, on va dire, figé, beaucoup moins divers, que je me suis aperçu à quel point, en fait, j'avais perdu cette richesse du croisement des cultures.
je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas dire que la France est multiculturelle, mais je considère que par ses racines, par toutes les cultures qui l'ont abreuvée depuis des siècles, la France est multiculturelle. Et donc, en fait, par définition, aujourd'hui, elle est faite de l'empreinte culturelle de plein de gens différents. C'est ce qui fait aujourd'hui aussi qu'on peut plus vendre je sais pas moi, un poulet comme on le vendait avant, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir un poulet halal, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir un poulet kasher, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir un poulet braisé. Donc, tout cet environnement culturel dans lequel on baigne et ce que la communication va exiger en termes d'empreinte, en termes de brassage, etc. Moi, j'étais très contrarié à l'idée de dire que j'étais dans une agence de communication qui était censée maîtriser toutes ces diversités de codes culturels, mais en fait, qui avait au final peut-être 1 à 2% des cadres qui étaient dans ces effectifs qui étaient vraiment divers. La plupart des autres venaient des mêmes écoles, avaient les mêmes origines sociales. Donc, franchement, j'ai le sentiment qu'on gagne à avoir cette diversité parce qu'elle vient enrichir les regards, elle vient enrichir les idées, elle vient enrichir les bonnes idées aussi. Parce que quand on vient de Yaoundé, de Dakar, d'Abidjan, de New York, de Chicago, de Tokyo, j'en sais rien, on n'a pas les mêmes idées qu'un Parisien qui a grandi qu'à Paris et qui a peut-être qu'en repère que ça dans son enfance. Donc moi, je suis pour cette diversité des regards, des genres, du croisement des cultures, et parce que je pense que, in fine, aussi, une boîte qui veut vendre aujourd'hui, qui veut réussir, elle a plutôt intérêt à comprendre tout ça. Et si elle ne le fait pas, elle va souffrir. Et si aujourd'hui le monde de la pub et des agences souffrent, c'est aussi parce qu'elle n'a pas cette diversité de regard. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et j'ai envie de dire bien fait, bien fait. Parce que quand on a pris la diversité comme un sujet de solidarité en disant « Oh, les pauvres, ils sont moins chez nous, on les voit moins, c'est vrai qu'on a moins de CV, des gens de quartier. » En fait, c'est pas la solidarité qu'on demande. À talent égal, on exige les mêmes postes. C'est ça qu'on veut. Et aujourd'hui, c'est pas le cas parce que beaucoup de gens sont enfermés dans des stéréotypes ou dans des clichés et ne comprennent pas que la diversité est une richesse. Je pense qu'on a tout dit. Non, parce que toi, tu as immigré en France aussi, oui. Daniela, et tu as un regard différent du mien. Moi, j'ai le regard de quelqu'un qui a évolué socialement. Toi, tu as le regard de quelqu'un qui a immigré en France et donc qui a vécu aussi ça. Aussi bien les forces que les faiblesses de ce regard-là. Je vais juste prendre un exemple un peu simple qui va expliquer pourquoi la diversité elle est importante. Si on regarde aujourd'hui, par exemple, le monde de la beauté. Avant, vous allez aller dans le milieu de la beauté, vous allez chercher, si on cherchait des fonds de teint, bon, moi, je ne suis pas une experte en fond de teint, ou bien de lait de toilette, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en avait pas avec les couleurs des femmes aux peaux noires. Est-ce que vous pouvez imaginer le chiffre d'affaires qu'ils font maintenant ayant introduit cette catégorie de personnes dans leur rayon? Ils perdaient tout ce chiffre d'affaires parce qu'ils avaient oublié de la diversité dans leurs produits. C'est pareil. Aujourd'hui, quand vous concevez, parce que on parle de diversité, on pense le plus souvent aux ethnies, à la couleur de peau et tout, mais il y a la diversité même dans les différents types de profils qu'on rencontre. Aujourd'hui, quand vous concevez, par exemple, une application pour enfants, est-ce qu'on pense aux enfants malentendants? Non. Est-ce qu'on introduit cette inclusion dans les outils, par exemple, qu'on conçoit aujourd'hui, dans les sites Internet? Donc, la diversité, c'est sur tous les plans. La diversité et l'inclusion sont des termes, en fait, qu'on rencontre au quotidien. Et pour moi, quand vous introduisez certaines dans votre quotidien, dans votre business model, dans votre manière de vivre, dans vos recrutements, tout ce que vous pouvez ressortir de là, c'est de la nouveauté, c'est de l'innovation et c'est de la richesse. Dans tous les plans, que ce soit pour se faire de l'argent ou que ce soit vraiment pour avoir des idées super intéressantes, la diversité, c'est en fait la réponse à tout cela. Parce que si vous prenez un Africain, un Asiate, un Indien, un Argentin, on ne va pas réfléchir de la même manière, on ne va pas penser de la même manière.
on ne va pas cuisiner, par exemple, des cacahuètes de la même manière. Et donc, du coup, prenez par exemple un chef pâtissier ou bien un chef cuisinier qui décide d'avoir parmi ses assistants des gens issus de différents pays. Il aura vraiment une recette particulière qui vient de cette richesse qu'ils pourront apporter. Et c'est pour ça qu'on dit que la diversité, c'est de la richesse. Mais aujourd'hui, comme Anthony l'a dit, quand on regarde certaines personnes, on a l'impression que, voilà, quand tu viens de quartier direct, t'as pas de mots à dire. Et comme quand on vient de quartier, on a déjà cette image de nous-mêmes. Quand on a une réunion, on n'ose pas ouvrir la bouche parce que on va directement, si je fais une erreur, on va directement me taxer d'enfant de quartier. Et voilà, je vais même perdre la petite crédibilité que j'ai. On est frustré, on a cette peur. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Et parce qu'on a tellement galéré pour avoir ce poste qu'on a peur de donner nos idées, de peur qu'on ne soit taxé d'enfant de quartier, on ne soit taxé de chinois, qu'on ne soit taxé de rebeux et ainsi de suite. Et c'est ça, c'est ce que le manque de diversité a créé en chacun de ces personnes qui aujourd'hui se sentent marginalisées par le système actuel. Vous voulez dire qu'on a tendance qu'on peut avoir tendance comment dire, à s'auto-limiter parce que cette diversité, parce qu'on pense que cette diversité peut faire peur. Du coup, est-ce que ça veut dire que je pense à nos étudiants, quand on postule, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant, la diversité qu'on peut apporter soi-même dans une équipe? Oui, parce que peut-être les gens ne se rendent pas compte, mais c'est une réalité. Quand vous avez tout le temps été considéré comme un rebut de la société, quand vous êtes en face des personnes où vous avez un mot à dire, même si votre idée est intéressante, vous avez cette peur de vous dire, déjà, ils ne me considèrent pas bien. Qu'est-ce que je vais encore dire de bon? Vous-même, vous vous censurez parce que vous avez grandi censuré. C'est une réalité et très peu, même de managers, se rendent compte de cela. Et parfois même, vous avez l'impression que vous avez été recruté par pitié pour remplir le quota de diversité. Il faut être réaliste. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate souvent. Moi, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Beaucoup de femmes sont victimes du syndrome de l'imposteur parce que lorsqu'elles ont une promotion ou qu'on leur propose un meilleur job ou un meilleur salaire, elles ont l'impression qu'elles ne sont pas tout à fait légitimes ou elles le méritent pas tout à fait, ou parfois que finalement elles sont peut-être pas à la hauteur. Donc il y a évidemment l'autocensure, mais le syndrome de l'imposteur, c'est à tous ceux qui n'ont pas les codes, donc finalement qui sont parvenus à un endroit plus par leur légitimité que par escroquerie, si j'ose dire, ou par copinage ou d'autres moyens, d'autres subterfuges pour y parvenir, le doute peut s'installer. Et en fait, la pire menace face à toutes ces personnes qui sont sous-représentées, c'est le doute. Parce que la plupart, on parle de la niaque, de la détermination, de tout ce que ces gens qui viennent d'ailleurs ont en eux en termes de force. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la diversité ethnique. On pourrait parler effectivement, et je le voyais dans les commentaires, du handicap. Moi, j'ai rencontré une fille géniale quand on est parti en Occitanie qui s'appelle Elodie Blacker. Je vous enverrai son profil aussi vidéo juste après. Comme ça, vous pourrez aller vous balader. Mais c'est une fille qui est victime elle est atteinte d'une myopathie, donc elle a une maladie dégénérative. Donc ça veut dire que peu à peu, son corps va être de plus en plus difficile à maîtriser, à contrôler. Elle perd l'usage de ses muscles, en fait. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, c'est vrai que je me suis dit, purée, elle est UX designer, donc elle a un bac+5 au Gobelin, elle a jamais travaillé. Je me suis dit, bon. Et puis, un peu avec ma naïveté de personnes qui connaissaient peu de personnes en situation de handicap, donc j'étais conscient de certaines discriminations liées à certaines origines, mais moins celles liées au handicap. Et quand elle m'a dit, Anthony, tu sais ce que c'est que mon rêve? Je dis, non, je sais pas. Elle m'a dit, mais mon rêve, c'est de travailler. Mon rêve, c'est de payer des impôts. Elle m'a dit, en fait, j'en ai marre d'être un coup pour les autres. J'ai envie de travailler, j'ai envie qu'on me fasse confiance. Et elle m'a dit aussi, je vous mets cette vidéo d'elle, parce que c'est une fille qui a changé mon regard sur le handicap. Et elle m'a dit, tu sais, Anthony, si j'avais pas ce handicap, elle m'a dit, je serais déjà à la Silicon Valley avec 300 personnes en train de bosser et avoir une bonne start-up qui défonce tout. Et c'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point les gens qui ont vécu des limitations liées aux autres, ou parfois juste physiquement, le corps qui lâche, ou la maladie, voilà, à quel point beaucoup de ces gens-là sont
ont une hargne, ont une force en eux. Mais l'arme la plus redoutable, c'est le doute. Vraiment, je trouve que on se bat tous et toutes contre cette arme-là, parce que face au doute que vous mettez les autres, ou face à des réussites, vous voyez, moi j'ai commencé en disant j'ai eu de la chance, plutôt que de dire j'ai travaillé. Donc vous voyez, je suis moi-même dans le syndrome de l'imposteur, mais il y a le travail, bien sûr. Et puis toutes les fois on doute, qu'est-ce que ça fait du bien, comme le disait Daniela tout à l'heure, de voir des rôles modèles qui nous ressemblent. On voit à peine maintenant, c'est une étude du CSA, je vais vous l'envoyer, de la surreprésentation de la diversité ethnique, ou de la diversité tout court d'ailleurs, à la télé. C'est le baromètre de la diversité, je vais vous l'envoyer ici. Il y a une sous-représentation de beaucoup de gens. Si la télé ressemblait à la France, je vous promets que nos émissions seraient un poil différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Voilà, enfin bref, j'arrête parce que sinon j'ai fait un monologue et c'est pas le but. Il y a Caroline qui nous dit, et si nous parlions aussi du management culturel? Oui, est-ce que la question peut être détaillée parce que c'est une question très large? Oui, Caroline, je ne sais pas si vous pouvez la détailler, prendre le micro. Peut-être, non? Bichon, je suis en conférence avec 300 étudiants. En toute modestie. 300 000 étudiants. Si vous pouvez 350 000, j'en l'ai dit. Est-ce qu'il y a un management 350 000. Est-ce qu'il y a un management culturel? Est-ce que vous diriez que culturellement, il y a des façons de, je sais pas, de manager? Moi non plus. Oui, en fait, si je prends seulement déjà sur l'Europe et l'Amérique, j'ai fait un peu les États-Unis, j'ai essayé de voir comment ils travaillent. C'est pas pareil. C'est pas comme nous. C'est pas tellement, je sais pas, descendant. Voilà. Descendant, c'est très horizontal le management et vous vous rendez compte que là-bas c'est pas très protocolaire comme ici. Et quand vous avez l'habitude de travailler, si vous dialoguez avec ce genre de personnes, vous allez vous rendre compte qu'ils sont très vite sur l'action-réaction, voilà. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas ce milieu, qui n'a pas découvert le milieu anglo-saxon, par exemple, il sera frustré, choqué, ou il peut considérer même parfois comme un manque de respect. Et vice-versa, le fait, par exemple, qu'une personne te pose une question, tu mets du temps pour répondre, ou bien la manière dont tu l'analyses n'est pas bien vue, il peut trouver que, voilà, tu ne prends pas en compte ce qu'il est en train de faire. Pourtant, pour nous, c'est le protocole en France, ou bien peut-être en Europe, je connais pas les autres pays européens. Mais ça peut être pris de cette manière aussi. Par exemple, quand tu travailles avec, exactement, Catherine, le milieu anglo-saxon, il est très open comparé au milieu francophone sur les compétences. Vous allez vous rendre compte que vous avez des directeurs aux États-Unis de grosses boîtes qui n'ont pas des diplômes universitaires. Il y en a plusieurs, mais qui sont jugés sur leurs compétences. Pourtant, ici, c'est plus d'abord le niveau scolaire et l'école d'où tu viens parfois encore qui va déterminer si tu auras le poste ou pas, ce qui est, je pense, pas du tout vraiment normal. Moi, je dis à tous ceux qui vont sortir d'école de com, peut-être qui vont pouvoir diriger, contribuer au recrutement, dans vos offres d'emploi, ne mettez pas l'école, ne mettez même pas le niveau scolaire. Vous voulez quelqu'un de qualifié, cherchez quelqu'un de qualifié, trouvez tous les atouts que vous voulez, mettez-le dans votre CV, dans votre appel, dans votre offre d'emploi, mais ne vous mettez pas l'accent sur de quelle école la personne vient, quel est le niveau scolaire et tout, parce que il y a des gens tellement talentueux qui n'ont pas besoin parfois de faire de longs crayons pour avoir les compétences que vous recherchez. J'allais rebondir sur ce que disait Daniela en disant en fait les pays, on va dire anglo-saxons, américains, enfin bref, ont des politiques culturelles qui sont beaucoup plus fortes en interne. Elles assument le côté, en fait, il y a de multiples cultures dans nos effectifs, donc on assume une politique multiculturelle et donc on le traite. Alors qu'en France, comme on considère que c'est un non-sujet, on assiste à des choses du quotidien, du racisme ordinaire, du sexisme ordinaire, des blagues sur les gens, sur la couleur, sur l'origine, sur la religion. Et en fait, c'est ça qui finit par frustrer les gens et les mettre en colère, pour les 350 000 personnes qui m'écoutent.
Je disais, je pense qu'il faut chacun on ait un rôle de. Je sais que ça fatigue beaucoup de gens, mais moi j'aime le dire comme ça aussi. Je pense qu'il y a un rôle de pédagogie qui reste à faire en France, à expliquer les choses, à prendre le temps. Sinon, on va rentrer dans une logique de conflit, parce qu'en fait, il y a tout un tas de gens qui ne sont pas éduqués, on va le dire comme ça. Donc, ils vont poser parfois des questions naïves sur ah, tu fais le ramadan, machin. Ah, bah tiens, t'es handicapé, mais je sais plus, il y avait une personne en situation de handicap sur les réseaux sociaux qui dit tiens, on m'a dit 10 fois bon courage aujourd'hui, je suis plein de courage. Donc, il y a plein de choses où il faut discuter avec les gens. Et c'est en ça aussi que la diversité est une richesse pour l'entreprise. C'est que avec la diversité des parcours, des regards qui vous entourent, et si vous êtes un peu curieux et vous avez un peu de délicatesse dans la manière de poser vos questions, bah, vous pouvez apprendre aussi des autres, de leurs différences. Et puis après, le meilleur moyen de savoir, c'est Internet. Et donc, la plupart des gens aussi racisés ou en situation de handicap, etc., vous disent, mais en fait, il y a Internet, il y a Google. Donc, si vraiment tu n'as pas envie de poser ta question à la con, tu peux la poser sur Internet aussi. Désolé, parce que parfois, il y a évidemment la naïveté, et parfois, il y a l'ignorance, et c'est quand même différent. Jacques demande, et si la loi imposait vraiment la diversité dans les grandes écoles et entreprises? Alors, bon, il y a certaines écoles qui s'imposent, entre guillemets, une diversité. Je pense à la plus connue, c'est Sciences Po, qui quand même a fini par comprendre qu'il y avait des talents ailleurs que dans l'enceinte parisienne. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, des quotas? D'un côté, c'est très décrié parce que du coup, on a toujours ce procès en légitimité. Ah oui, mais toi, tu fais partie du quota, entre guillemets. Mais du coup, vous, quel avis, quel regard vous portez là-dessus? Je dirais que déjà, dans un premier temps, c'est dommage qu'on arrive à créer des quotas. Mais c'est important. Ouais. C'est important si on veut vraiment que les choses changent et changent rapidement. On a l'Allemagne là maintenant qui vient de passer des quotas pour la place des femmes dans les boards des grandes entreprises, dans les conseils d'administration. Et donc, je pense que le quota, il est important parce que ça permet déjà de contrôler que les choses puissent être bien faites. Après, derrière, il faut se dire qu'une fois qu'on aura franchi l'étape où on ne recrute plus pour le quota, bah, on va se rendre compte de la richesse que cela apporte parce que quand ceux qui auront été recrutés pour respecter le quota vont faire leurs preuves, bah, on va plus chercher des profils qui vont pouvoir venir avec des idées nouvelles pour rebooster l'entreprise. Donc, il n'y aura plus l'idée de quota qui va être dominante, mais on va plus recruter maintenant parce qu'on a vu l'utilité d'avoir de tels profils au sein de l'entreprise. D'accord. Donc, vous pensez que ça a une vertu, comment on pourrait la qualifier? Ça a une vertu non pas inspirante, enfin au-delà de ça, c'est-à-dire que, les personnes qui seront rentrées dans par exemple, je pense aux femmes qui rentrent dans les conseils d'administration, mais pas que, qui feront partie des quotas, pourront montrer que les quotas peuvent être bien autre chose que les quotas, mais de véritables talents, et surtout aussi promouvoir ces talents-là. Je pense aux entreprises où les boards ne sont constitués que de polytechniciens, qui eux-mêmes font rentrer des polytechniciens, etc. Il est temps qu'il y ait plus de diversité. En fait, ça reste un sujet tabou en France, parce que les quotas font peur, et parce qu'on voit aussi que les quotas aux États-Unis ou dans d'autres pays n'ont pas tout résolu. Donc, ça reste un vaste sujet, une friche même. Pardon, je dis aux gens qui sont autour de moi d'être silencieux, mais c'est compliqué. En fait, c'est de dire à la plupart des entreprises qu'elles ont, en tout cas, au moins un besoin de mesurer et d'avoir au moins une empreinte sur ce que représente la diversité dans leur rang. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est ce qu'on a. Le patron, le président monde de PwC a parlé de la fatigue de la diversité. Donc, c'est une traduction anglaise, mais c'est d'être fatigué en fait d'avoir finalement une déclaration d'intention ultra positive, un peu à la Benetton, on est divers, on est différent, inclusive matters, representation matters, etc. Et qu'en fait, quand les gens rentrent dans l'entreprise, ils se rendent compte que c'est pas du tout le cas,
et que finalement, ils sont sous-représentés à certains échelons de l'entreprise, et en particulier lorsqu'on parle de direction. Donc, il faut faire très attention parce que les quotas ne vont pas tout résoudre. L'autre, c'est qu'en France, on a un gros terrain de maturité à avancer côté entreprise. Les entreprises ne sont pas matures sur ce sujet. Elles commencent tout juste à se dire, bon, si on nous demande d'être meilleur, il va nous falloir quand même quelques chiffres. Donc ça, c'est intéressant de ce côté-là, c'est en train de bouger. Et puis ça me permet de vous parler du rapport auquel d'ailleurs Daniela aussi a participé. Moi, j'ai été missionné, je vais vous mettre le lien d'ailleurs ici, sur un rapport qu'on a rendu à 4 ministres en septembre. Donc c'est un rapport sur l'accélération de la diversité dans la tech. J'ai rendu ce rapport en septembre dernier. Dedans, il dresse une quinzaine de recommandations. Et il y a eu donc il y a eu une mesure qui est en lien avec ce sujet de la mesure de la diversité, en disant il faut qu'on aille plus loin. Et globalement, les entreprises sont plutôt partantes pour aller plus loin parce qu'elles se disent il manque quand même des données. Donc si on veut être meilleur, il faut quand même qu'on puisse être en mesure de dire combien de personnes en situation de handicap, quelle est l'intergénérationnalité de notre boîte, voilà. Donc il faut mesurer, avoir une empreinte. Et la deuxième, c'est que dans cette recommandation, globalement, il y a quand même, et là je vais le dire avec des mots crus, mais vous aurez compris, on n'a pas notre langue dans notre poche avec Daniela, c'est qu'il y a beaucoup d'assos qui ont dit il faut qu'on arrête de se foutre de notre gueule, quoi. Parce que globalement, on va être la caution diversité avec notre association, et que globalement, ensuite, les gens qui rentrent dans l'entreprise, ils vivent pas ce truc-là, où ils s'en rendent pas compte, où ils sont discriminés à l'embauche. Vous avez vu la politique du name and shame aussi qui avait été employée par le gouvernement pour montrer les 3 boîtes qui avaient le plus discriminé des candidats. Il y avait eu Accor, je crois qu'il y avait eu... il y a eu 3 boîtes qui avaient été épinglées sur les pratiques de recrutement qui étaient quand même un peu abusives. Donc, il faut qu'on aille plus loin. Et croyez-moi, avec ce rapport, et puis Elisabeth Moreno, je crois qu'il y a une question sur les ministères. Oui, l'association, elle est soutenue par 3 ministères, le ministère du Travail, le ministère au numérique, donc secrétariat d'État au numérique, et la ministre à l'égalité des chances, donc Elisabeth Moreno, et compte se saisir de cette mesure et aller plus loin. C'est le but d'un rapport aussi, pouvoir enclencher des actions concrètes pour nos élus et nos décideurs publics. D'accord, donc vous faites clairement du lobbying auprès de différents ministères pour montrer l'intérêt de la diversité dans les entreprises, dans les ministères, dans les grandes écoles. Il y a une quinzaine de recommandations pour répondre à Jean-Luc et en fait sur ces recommandations, il y en a déjà qui ont été activées. Il y en a une en particulier sur les médiateurs numériques qui a été annoncée il y a quelques jours par Jacqueline Gouraud et par Cédric O. Donc sur le fait d'avoir des gens en proximité qui vont former davantage aux compétences numériques de base. Donc ça c'est intéressant et important. Et puis pouvoir orienter aussi vers les formations numériques. Donc ça c'était une des recos du rapport. Il y en a une deuxième dont nous, on va s'auto-saisir, qui est d'organiser une semaine autour des métiers et des compétences numériques. Donc, plutôt à destination des collégiens, parce qu'il y a plein de collégiens qui sont des Instagrammeurs, YouTubeurs, développeurs, ce que vous voulez, et qui savent même pas que derrière, c'est un vrai métier. Je dis pas qu'être YouTubeur est toujours un métier, mais il y a des gens pour lesquels il y en a qui font un business et qui sont des producteurs de contenu, des community managers derrière, ce que vous voulez. Et troisième reco, c'est celle dont j'ai parlé avec Elisabeth Moreno, qui veut aller plus loin sur la question de la mesure de la diversité. Ok. Est-ce qu'il y a j'ai vu une question par rapport au syndrome de l'imposteur. Ils ont parlé, je pense, c'était Caroline ou bien qui disait que bien que le quota a augmenté, Catherine, bien que le quota a augmenté à Sciences Po pour intégrer les jeunes issus de la diversité et des quartiers, il y a le syndrome de l'imposteur qui n'a pas changé. Ce que je veux dire derrière, c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est pas forcément l'autre qui va le changer en nous. C'est nous qui allons prendre conscience de ce qu'on vaut. Et ça, c'est très important. Moi, je vous ai parlé de moi. J'avais un beau diplôme, j'avais plein de diplômes, j'avais réalisé, moi j'étais déjà enseignante en école d'ingénieur à 23 ans. Donc j'avais vraiment de quoi vraiment ne plus avoir ce syndrome de l'imposteur. Mais je l'avais toujours. Et je ne vous dis même pas que ça m'a complètement lâché, c'est un combat perpétuel. Mais c'est à nous, c'est parce que la société, pendant un moment donné, nous a toujours mis dans une case. On a toujours été vraiment dans une case et nous-mêmes, on n'arrive pas à sortir de cette case.
Et c'est à nous de se dire, bah, voilà, on vaut bien plus, on est à la hauteur. Et je pense même que ça doit aller plus loin, cette transformation, parce que déjà, on doit parler aux mamans qui viennent de ces milieux, qui sont généralement toujours pas bien traitées dans les métiers qu'elles font parce que ce sont pas des métiers peut-être louables, qui ne transmettent pas alors les valeurs, la confiance en soi à leurs enfants, et on grandit avec ce sentiment d'infériorité, et même quand on réussit des exploits, on ne se rend pas compte de ce qu'on réussit. Et si autour de nous, on n'a pas des personnes qui nous poussent, moi je sais que le premier travail que Diversité fait sur la personne le lauréat, c'est de dire au lauréat ce qu'il vaut. Et parfois, c'est des choses qu'on n'entend pas tout le temps. Et donc, si une jeune qui vient de quartier et qui intègre Sciences Po, si elle est entourée des personnes qui vont dire tu es brave, tu vaux bien plus, tu iras très loin, tu peux être ministre demain, je vous dis, ce syndrome partira. Et c'est ce que on doit cultiver, et c'est ce que je fais par exemple avec le programme des Olympiades de mathématiques que nous avons lancé. C'est qu'aujourd'hui, les femmes n'osent pas aller dans les STEM parce qu'on leur a dit c'est pas fait pour vous, vous allez vous fracasser la gueule. Elles ne se projettent pas, elles se disent c'est un milieu très masculin, elles ne se voient pas dans ces milieux. Mais aujourd'hui, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est donner confiance à ces jeunes filles et de leur dire bah, vous irez dans ces métiers, vous serez directeur, directrice. Vous allez vraiment atteindre le top. Et je veux aussi dire que parfois, si on est recruté dans des grosses boîtes, comme des grosses boîtes qui nous recrutent peut-être pour notre quota, si on n'arrive pas à des postes de direction, c'est aussi parce qu'on n'ose pas leur demander. Si vous savez ce que vous voulez, ce que vous valez, et que vous arrivez à un niveau de votre carrière où vous pensez que cette place vous mérite, ben vous allez voir votre supérieur, vous dites en quoi est-ce que je suis. Et si c'est disqualifiant, vous claquez la porte, vous partez ailleurs. Et il faut oser. Et si on n'ose pas le faire, c'est parce qu'on a ce syndrome qui nous dit bah, on n'est pas assez compétent, peut-être vraiment c'est l'autre qui était meilleur que nous. Donc je pense que c'est à nous de vraiment faire le travail de manière interne, de nous rebooster soi-même, de vraiment s'encourager. C'est pas évident. Si je vous dis que c'est évident, je vous mens. À plusieurs reprises, je devais aller à des confs, il fallait que si je suis avec Anthony, il me dit t'inquiète, ça va bien se passer, pas de panique. En plus, et puis je dis mais arrête. Donc, vous voyez, ce sont des choses parfois, ça fait plaisir d'entendre parce que ça rebooste, mais on reste toujours dans notre... Ah, vous comprenez ce que je veux dire. Jean-Luc rêve. Propose de rêver 2 minutes. En 2022, vous vous présentez tous les deux à l'élection présidentielle et vous êtes élus. Quelle est votre première décision? Vas-y, je te laisse commencer, Daniela. Ok, dis-moi. Wow. Tu sais que je viens de terminer, Anthony. C'est pas fair play ce que tu viens de faire. C'est vrai. Et il faudrait pas qu'on ait l'impression que je te donne le travail compliqué. T'es pas sympa non plus. La première décision que je prends, waouh, j'y ai jamais réfléchi. Je crée une école qui s'appelle l'école du code et de la confiance. En fait, c'est une école qui serait dans un temps court, mais qui dure peut-être 1 ou 2 mois en intensif, et en fait qui redonne un socle commun à tous les étudiants ou élèves de France sur ce que sont les codes d'une grande entreprise, ou parce qu'on dit souvent d'une entreprise qui est codifiée ou du monde qui est codifié, et de la confiance. Je crois que beaucoup de nos voisins, et je ne vais pas parler que des Américains, mais je sais que j'avais un coach que j'avais interviewé là, dans le cadre d'un bouquin que je suis en train d'écrire. Il m'avait dit sur le plafond de l'école de mon fils, il y a écrit « Sky is the limit ». Et tous les matins, ils leur font dire je suis fort, je suis bon, je suis généreux. Alors, ça peut paraître caricatural, mais je trouve qu'en France, tout ce travail de confiance en soi, de prise de parole à l'oral, d'être capable d'assumer, de parler en public, d'assumer une opinion, etc., on ne le fait pas en considérant que c'est de la com, ou que c'est de l'informel, ou c'est, je sais pas, ou c'est de l'événementiel. On l'a réduit à quelque chose de très... Alors qu'en fait, ça s'appelle juste la confiance en soi. Et si on a confiance, on est capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je créerai, je renforcerai ce sujet de la confiance à tous les jeunes qui doutent pour qu'ils aillent au bout de leur projet et qui ne se laissent pas intimider par quelques personnes qui les cassent dans leurs rêves. Voilà. Wow. Et vous, Daniela?
Je vais travailler avec les grands groupes pour décentraliser un peu tout et ne pas tout concentrer sur Paris. Moi, je pense que vraiment, les régions en souffrent vraiment d'avoir tout centré sur Paris, de croire que la réussite ne se trouve qu'à Paris. Excusez-moi du terme. Donc, je vais essayer de voir dans quelle mesure chaque réussite, on peut avoir une belle réussite bien en restant en province, en ayant il faut prouver aux jeunes qu'ils peuvent rester en province et avoir un bon boulot. Et je vais aussi travailler sur l'école, sur le parcours scolaire, parce que le fondement d'une société, c'est l'éducation que reçoit les citoyens. Donc, c'est de travailler vraiment pour inculquer dès le bas âge déjà l'histoire même de cette France qui a été longtemps peut-être racontée d'une seule manière, pour que les gens puissent s'imprégner de la diversité que représente la France. Et je pense que ça va beaucoup changer dans les mœurs, dans les habitudes, et également dans les comportements, parce qu'il y a certaines personnes qui se comportent par ignorance. Il y a des gens qui ne savent pas parfois la souffrance profonde de certains Français et dont ne sont même pas capables de réaliser qu'ils font du mal. Et c'est important que ces personnes puissent être éduquées sur sur cette belle histoire qu'est la France. Et donc, ce sont les 2 points déjà sur lesquels je travaillerai. D'accord. Caroline, pardon, nous dit qu'elle est fatiguée des discours qui donnent en exemple exclusivement les super-héroïnes et qui cassent beaucoup d'ambition. C'est très amusant et alors absolument pas pour me la raconter. Daniela et moi avons eu la chance de connaître la ministre à l'égalité des chances, Elisabeth Moreno, avant qu'elle soit ministre. Et en fait, donc parfois on a la chance de pouvoir échanger avec elle. Et la dernière fois qu'on a parlé avec elle des rôles modèles, elle a dit moi, ma préoccupation, c'est de montrer des rôles modèles accessibles. Et Juliette, merci. Ouais. Jacques a voté pour Daniela et Juliette vote pour nous deux. Daniela, elle sera présidente, je serai son premier ministre. Ça me va très bien. Et au moins, une femme noire présidente en France, ça secourra un peu l'opinion. Quand tu y es arrivé. Hein? Non, mais bon, c'est marrant parce que Kamala Harris aussi elle l'a dit dans son discours, elle a dit à toutes les jeunes filles qui m'écoutent, sachez que c'est la première fois qu'il y a une vice-présidente à la Maison Blanche qui est d'une femme noire, mais c'est pas la dernière. Donc on est dans un moment de société aussi, et là où ça fait société, c'est que c'est un discours rassembleur, c'est pas on y est, et ça y est, c'est à nous, c'est dire on est des citoyens comme des autres. Et elle aura ses casseroles aussi comme les autres. Mais pour revenir à ce sujet, et c'était l'interpellation de Catherine, je crois, c'est de dire en fait, ou Caroline, je sais plus, en fait, on a besoin aussi de rôle modèles accessibles. Daniela est un rôle modèle accessible, je peux être un rôle modèle accessible pour des gens de quartier. En fait, on a tous, parce que à force de montrer des super-héros ou des super-héroïnes, on se projette plus, parce qu'on se dit ah oui, mais tiens, mais en fait, Kamala Harris, par exemple, ou Michelle Obama, c'est magnifique ce qui leur est arrivé, mais il y a combien de Michelle Obama ou de Kylian Mbappé, ou je peux en citer d'autres, ou de Philippe Crozon sur le handicap. Voilà, il y en a un parmi, parce que ce sont des héros. Donc, montrer des rôles modèles accessibles, c'est extrêmement important, je suis d'accord avec toi. Mais je veux aussi rajouter que ces rôles modèles sont là. Il suffit juste qu'on les mette en avant. Je pense que c'est aussi l'un des boulots de diversité. C'est que ces rôles modèles sont là. Et j'ai aussi lu une question qui dit que parfois, quand les femmes elles atteignent les bords, elles oublient vraiment ce que c'est que le travail. Moi, je lui ai dit, ça dépend. Au jour d'aujourd'hui, j'aurais tenu ce discours si je ne rencontrais pas des femmes aussi exceptionnelles. Moi, j'ai rencontré, comme Anthony l'a dit, Elisabeth Moreno. C'est une femme qui n'a pas oublié d'où elle vient. Elle sait qu'elle a gravi étape par étape, une femme de quartier qui a gravi tous les étapes, tous les plus petits stades de sa vie pour arriver au sommet où elle se trouve aujourd'hui. Quand vous regardez, par exemple, moi j'ai eu à discuter avec une des directrices de L'Oréal, mais quand vous regardez comment elle raconte comment sa vie a été si difficile pour arriver au stade où on en est, je pense que parfois, avant de croire que ces personnes oublient d'où ils viennent, il faut vraiment leur donner le bénéfice du doute. Parce que
on n'oublie parfois pas d'où on vient, sauf si on décide de tuer une partie de soi. Et je pense que on a l'impression, parce qu'ils sont loin de nous, que voilà, ils ne s'intéressent maintenant plus qu'à des personnes qui sont à leur stade. Moi, je dirais que ça dépend. Ça dépend des actions qu'on mène, parce qu'à tout stade, à tout métier qu'on impose, à tout rang qu'on fait, à tout poste qu'on occupe, on a des responsabilités très lourdes. Demain, on peut avoir Anthony qui aujourd'hui a le temps de nous répondre, d'assister à la réunion. Demain, qui est appelé à d'autres objectifs et qui n'a plus ce temps. D'autres personnes vont croire qu'il a oublié d'où il vient. Mais non, il a amené à travailler dans d'autres rôles. Il a amené à œuvrer ailleurs. C'est pas parce qu'il n'est pas là où on l'attend forcément qu'il a oublié qu'il vient de là. Et je peux dire aujourd'hui que ces personnes-là aussi ont cette volonté d'aider. Ils ont cette volonté de rencontrer des profils qu'ils peuvent voir émerger. Mais parfois, ils n'ont même pas cette occasion parce qu'autour d'eux, ils ont tellement galéré pour y arriver qu'autour d'eux, ils n'ont même pas les profils qui sont capables de remonter des personnes issues des milieux parfois défavorisés, issues de la diversité. Et je pense que c'est le travail de chacun de nous. C'est le travail que les journalistes doivent faire maintenant. C'est le travail que les directeurs doivent faire, ceux qui recrutent dans les écoles. C'est de chercher aujourd'hui à tout rang de faire émerger des profils que vous ne rencontrez pas tout le temps. Et je tiens aussi à dire que peu importe quel rang on occupe dans la vie, il y a certains qui sont ingrats de ce que la vie les a accordés. Donc, c'est pas parce qu'on sera ministre ou président demain qu'on deviendra ingrat. Même quand on est, je ne sais pas, on est simple, on a un poste peut-être pas très médiatisé, on est aussi ingrat. Donc, je pense que c'est plus facile de tirer sur ceux qu'on voit qui sont déjà en tête. Et sachez qu'autour de vous, si vous regardez même vos amis, vous allez trouver qu'il y a pas mal d'ingrats. Donc, essayons plutôt aussi de cultiver ce côté de voir le bon parfois. Ça aide à voir qu'on avance, ça aide à voir que des choses de bien sont en train d'être faites et ça nous évite d'être dans la négativité. Ok, merci beaucoup, merci pour cet engouement, pour cette envolée qui est très inspirante et qui, j'espère, inspirera nos étudiants. Une dernière chose, un dernier mot, un petit conseil pour nos étudiants pour terminer cette conférence. Quel conseil en une phrase, un mantra presque? Qu'est-ce que ce serait? Je crois que Daniela a parlé et qu'elle a besoin Voilà, donc Anthony, je vous donne d'abord la parole. La petite musique intérieure, en fait, on s'écoute pas suffisamment et parfois on va là où ça fait plaisir aux gens, là où ça fait plaisir à ses proches, etc. Dans un moment aussi chahuté que le Covid, où tout le monde est amené à se re-questionner ou à avoir du temps pour se poser des questions qu'on n'a pas le temps de se poser habituellement ou à être face à des réalités du quotidien, allez là où vous avez envie d'être utile, là où ça vous donne envie d'agir. Parce que franchement, c'est sans citer Confucius sur si vous trouvez un travail qui vous plaît, vous n'aurez pas à travailler une fois dans votre vie, pas une seule fois dans votre vie. C'est un peu de ça quand même. Une vie de passionné, Donc, s'il y a un truc qui vous fait kiffer dans la vie, faites le tout pour que ça devienne votre job. Voilà, seul conseil. Merci. Moi, cette question, en fait, elle me rappelle un petit message que j'ai envoyé à un ami hier et je lui disais en fait qu'il faut vivre ta vie et te faire plaisir parce que la vie est trop courte pour ne pas la vivre à fond. Moi, en fait, je me dis si je veux quelque chose, je me donne les moyens de l'avoir. Je ne réfléchis pas, je ne le renvoie pas à demain. Pareil, si je veux manger une bouffe, je ne renvoie pas parce qu'il y a le Covid. Je vais chercher sur Internet comment faire cette bouffe et je vais la faire et je vais manger. Donc, pour moi, je dirais que vivons vraiment cette vie pleinement chaque jour pour dire, cette journée, vraiment, je l'ai bien vécue, je n'ai aucun regret. Et moi, j'essaye de vivre au maximum pour ne pas avoir des regrets. Parce que si on vit notre vie pour demain regretter peut-être l'avoir pas bien vécu, c'est dommage. Donc, se faire plaisir dans tous les domaines. Voilà, vous voulez mettre votre musique à fond, mettez-la à fond, dansez. Si vous voulez, je sais pas, manger, je sais pas combien de kilos de porc, allez-y manger. Moi, je dirais, il faut
on profite de la vie. Mais voilà, mais sur ces bons conseils, peut-être qu'on va pas trop déborder, mais le conseil qu'on a avec Daniela, c'est aller vers là où vous avez vraiment envie d'aller et n'écoutez pas les autres. Eh bien, écoutez, j'espère que nos étudiants vous auront écouté et voilà, qu'ils garderont ce conseil comme une ligne directrice dans leur vie, effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci Daniela, merci Anthony, merci pour ce moment partagé, et pour toute cette inspiration. Vous n'entendrez pas les applaudissements, mais je vois qu'ils sont nombreux sur le chat. Donc, merci beaucoup. À très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai et de faire une conférence en présentiel sur un thème approchant. Merci à tous, très bonne soirée. Merci de votre écoute et de cet échange. Merci. Merci Marion, merci Juliette. Salut, au revoir. Merci à tous ceux qui étaient présents et je vous dis à très bientôt. Et merci Véronique pour l'animation. Oui, merci Véronique. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, Bonne soirée. Jean-Luc. Au revoir.